I'll go anywhere for you. Salut à tous, Parlons Hand numéro 3 et aujourd'hui, alors là on a fait dans le théâtral puisqu'on accueille, si, et ça commence bien, on a fait dans le théâtral, on accueille un jeune retraité de la profession du handball international, comme il se doit, demi-centre arrière, je ne sais pas comment vous voulez le définir, c'est monsieur Guillaume Gilles. Salut Guillaume. Salut. Ravi de vous recevoir, tout va bien, jeune retraité, on va évoquer tout ça, mais parisien ce soir. Parisien et puis en tenue de sport, donc pour un Oui, jeune retraité. alors ça il nous a sidéré, on s'est dit tiens, finalement ça lui manque un peu, peut-être qu'il sera joker d'un club, même en Pro D2 il est prêt à tout, on ne sait jamais, puisqu'aujourd'hui on a aussi la chance d'accueillir un ancien international, ancien ailier de talent, champion de France également, il ne faut pas l'oublier, on rappellera l'histoire de l'US Ivry, c'est le directeur général de l'US Ivry, aujourd'hui en Pro D2, monsieur Pascal Léandri. Salut Pascal. Bonsoir. Ça fait quoi de voir un jeune retraité en tenue presque de combat? Bah, on est habitué, donc on aurait voulu le voir en costume ce soir, mais là il est très beau comme ça, il a toujours été très beau, mais s'il est disponible, j'ai bien entendu. Ah, attention, parce qu'il est encore en forme, mais plutôt affûté. Vous avez pris quoi? Combien de grammes? Ou transformé du muscle en graisse? Peut-être un peu, mais je me maintiens plutôt à un poids raisonnable, c'est-à-dire que l'envie c'est de pouvoir profiter, de pouvoir continuer à faire plein d'activités, et pour ça il faut faire un peu attention. On va évoquer tout ça, bien évidemment. On va tout de suite découvrir le sommaire de cette émission. Alors, on parlera de vous, de votre longue carrière en équipe de France, parce que ça a duré un bail quand même. Hein. Un peu, ouais. 14 ans quasiment, c'est ça? Ouais, un peu plus. Hein. Un peu plus. Enfin, les vraies sélections, je pense qu'au début, on est minot. Et puis, on découvrira aussi le parcours un peu atypique de Pascal Léandri, qui a un peu tout fait déjà dans cette profession, dans ce métier du hand. On évoquera les filles, puisqu'on aura en Skype Valérie Nicolas, qui nous parlera de la Golden League, qui nous parlera aussi du hand féminin. On aura le Hand Fit aussi. Alors ça, c'est la petite nouveauté qu'on est très heureux de vous présenter aujourd'hui via la Fédération française de handball. Et puis, il y aura les live tweets. Bref, tiens, tout de suite pour savoir, est-ce que vous tweetez? Est-ce que vous êtes un peu accro du hashtag? Moi, perso, j'avoue que je m'y mets de plus en plus. Je trouve que c'est une plateforme extraordinaire pour pouvoir relayer les informations, pour être au courant de tout. Vous aviez commencé en Allemagne déjà? Non, j'ai commencé au Jeux de Londres. J'ai été initié par des potes de l'équipe de France et c'est là où j'ai. Il faut des noms comme ça, puisqu'on est entre nous, Parlons Hand. Donc on parle des vieilles gloires, Thierry Omeyer, Jérôme Fernandez qui avaient déjà créé leur compte et j'avoue que je suis rentré dans cette porte-là. Ouais. Donc pour nous suivre, pour réagir sur Parlons Hand, je crois que les frangins ils tweetent pas trop. Non, Bertrand, Benjamin, c'est pas le truc. style. Non, pas trop. Ouais, ils sont quand même présents, c'est-à-dire qu'ils suivent un petit peu l'actualité par ce biais-là, mais pour le moment on va dire qu'ils restent anonymes. Anonyme, ça promet. Imaginez un Gilles anonyme. Pascal, vous êtes un peu tweetos? Je suis désolé. Non, faites pas du tout. C'est un choix. Sur Facebook, je ne fais que suivre. Suivez-nous via Facebook, via le site parlons-hand.fr, le hashtag, et puis le site de la Fédération française de handball qui nous relaie. Tout de suite, on va s'intéresser à quoi? Au coin des Bleus. Le coin des Bleus. Alors, il y a 15 jours, on a été plutôt branché équipe de France féminine avec Cléopâtre Darleux, avec le sélectionneur Alain Porte. Là, on va s'intéresser un peu plus aux garçons aujourd'hui, avant de parler de l'équipe de France féminine tout à l'heure avec Valérie Nicolas. On va parler de Guillaume Gilles, jeune retraité, je disais, de 38 ans, aîné d'une fratrie. Oui. Et juste. Les autres, ils vous ont chambré, vos frangins, d'arrêter, ils vous ont poussé à continuer. Est-ce qu'ils ont compté dans votre décision? Je crois qu'on peut pas se permettre de prendre une tel virage en tenant compte finalement des avis de ses frangins. Bien sûr qu'ils ont une part importante dans plein de mes choix, mais celui-là c'est vraiment quelque chose que je sentais arriver déjà depuis quelques temps et oui, l'envie de passer aussi à autre chose. Je crois que j'ai senti que c'était peut-être le moment voilà, de changer de costume, même si ce soir c'est pas encore vraiment le cas. Mais ce n'est pas forcément le corps qui disait non, c'était juste une envie d'avoir une autre vie. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que mon corps, il ne souffrait pas un peu. Et les nombreuses années passées en France et en Allemagne m'ont quand même abîmé, m'ont usé. Mais franchement, je me trouve dans un niveau physique plutôt correct. Les 2 dernières saisons ici en LNH, j'ai été peu blessé, j'ai quand même bien tenu le choc. Donc non, je suis un vieux, mais plutôt en bonne forme.
Pascal, la décision d'arrêter, elle est toujours compliquée à prendre pour un sportif de haut niveau? Non, mais on la vit comme un soulagement. Un soulagement. Ouais. On parle généralement de petites morts dans les médias souvent. Petite mort s'il n'y a rien derrière. Ça peut être l'occasion de découvrir une nouvelle vie et c'est ça qui est bien quand on est sportif professionnel. On a une première vie bien remplie, très riche en émotions, puis après on crée une deuxième vie. Donc si on a quelque chose de préparé, on n'a pas de petite mort. Par contre, ouais, c'est un soulagement parce que c'est une décision qui n'est pas facile. Pendant une grosse partie de notre première vie, on passe beaucoup de temps dans les gymnases, beaucoup de temps en équipe. Et du jour au lendemain, ça s'arrête. Mais c'est aussi un soulagement parce qu'on a pris une décision. Ça, c'est pas du jour au lendemain, on dit qu'on arrête. On prend une décision et moi, j'ai aussi vécu comme un soulagement. Elle a été mûrie en combien de temps, Guillaume, la décision? Enfin, moi, je vais me différencier un petit peu de ce que dit Pascal. C'est que je crois que moi, je resterai joueur. C'est-à-dire que dans ma tête et dans mon corps, je me sens joueur et je crois que je le serai toute ma vie. Et tant mieux, j'ai pas envie de perdre ça. Après, effectivement, la petite mort, je pense que ça existe. Quand on n'a pas envisagé la suite. C'est-à-dire se retrouver finalement sans rien, à devoir construire sur aucune fondation, alors qu'on a été sportif, qu'on a eu un rythme très programmé durant des années, et se retrouver finalement face au vide, ça je pense que c'est difficile. Mais par contre, quand on l'a un peu anticipé, un peu préparé, et qu'on peut se projeter sur de nouveaux projets, là, je pense que ça se fait de manière plus On sent tranquille. qu'il vient de faire construire une maison, parce qu'il y a des termes, les constructions, les fondations, tout ça, on sent qu'il est... Hein, c'est quand même bien réfléchi tout ça. Alors, plusieurs clubs dans votre vie, Loriol, on va passer rapidement dessus. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est pas le truc le plus connu quand même non plus. Et alors, c'est quand même... Ça a été la base de tout pour la... Bah, je crois, ouais, C'est vrai vraiment. Pour la famille Gilles? Ouais, enfin, en tout cas pour mes parents qui se sont investis beaucoup dans ce club-là. Et je crois qu'une passion, elle naît bien quelque part. Et elle m'a été transmise bien sûr par mes parents, par tous les gens qui faisaient ce club au quotidien. Et si je me suis autant régalé à courir après ce ballon-là, c'est qu'il s'est passé des choses particulières dans ce club. Donc oui, Loriol. Donc ça c'était veut dire important. que les bénévoles des clubs sont eux aussi les pourvoyeurs des futurs talents de l'équipe de France? Pour moi, c'est là où tout commence. C'est là où on arrive finalement à fédérer les énergies, à montrer à tous ces enfants qui viennent de cultures différentes l'intérêt qu'il peut y avoir à faire un sport co avec une petite balle qui demande plein de qualités différentes et où chacun finalement avec son profil peut s'exprimer. Donc pour moi vraiment un sport qui est top pour les enfants, quoi. Pascal, est-ce que le discours peut être le même pour un francilien ou est-ce que la capitale, tout, on voit les choses différemment? Non, parce que moi-même, j'ai pas commencé, je fais toute ma carrière à Ivry, j'ai pas commencé à Ivry, j'ai commencé dans un club de la banlieue, à Champigny-sur-Marne, et c'est là qu'on apprend toutes les passions, qu'on apprend à jouer au handball avec passion. On ne pense pas forcément, comme tous les enfants, on a un jour envie d'être en équipe de France, mais juste parce que ça fait rêver, et on apprend la passion, et c'est les éducateurs de tous les clubs, mais même dans les grands clubs que sont Chambéry, Ivry ou d'autres, les éducateurs au départ sont des bénévoles et qui essaient de transmettre cette passion de notre sport et de leur apprendre les valeurs qui vont avec ce sport. Autre club important, maintenant vous voyez, je fais gaffe, je me méfie. C'est important. Bon, Chambéry, ça a compté un peu quand même finalement. On y... Franchement, bien évidemment que ça a compté aussi. Deux fois Chambéry. Ouais, 2 fois Chambéry. Donc Chambéry au début de ma carrière professionnelle, Chambéry c'est pour moi ma découverte du handball de haut niveau avec la sport-études, avec l'arrivée dans un club en première division alors qu'on sort du lycée avec le bac en poche. Donc c'est quand même une période qui est charnière pour savoir si... Et puis c'est un club qui n'existait pas, sans faire injure. Non, précédemment, c'était une histoire toute neuve. Bah, c'est vrai que Il a fallu construire. Moi, je crois qu'à cette époque-là, on a eu une chance parce que je n'étais pas seul à faire partie de cette génération qui a intégré le club lors de sa première année en Division 1. Donc on a eu une chance incroyable. On était jeunes, on n'avait pas d'expérience, encore beaucoup de choses à apprendre et pourtant on nous a donné des responsabilités en D1 dans un club. Chose qui pour beaucoup de jeunes aujourd'hui est compliquée, donc ça nous a permis On parlera aussi justement tout à l'heure avec vous de la construction d'un effectif quand il y a des moyens plus ou moins importants. Est-ce qu'il faut prendre des anciens, des jeunes, faire confiance aux jeunes du club parce que la formation c'est important, mais il y a aussi la parenthèse allemande qui dure 10 ans quand même à Hambourg. Petite parenthèse de 10 ans Ouais, c'est un tout petit week-end passé en Allemagne. à Hambourg. Ouais, et là vraiment on est passé dans... C'est quoi, c'est un produit français qui se vendait en Allemagne?
Non, non, c'était vraiment aller me confronter à ce qui se fait de mieux dans le handball international au niveau des clubs. Voilà, on avait évolué d'une manière tellement fulgurante avec Chambéry en quelques années, en passant du petit poussé à se bagarrer pour gagner des titres, à arriver à décrocher le titre de champion, la Coupe de la Ligue, et puis l'envie après, bah, c'est d'essayer de se confronter à de nouveaux challenges, à un niveau de difficulté et d'exigence encore plus haut. Parce qu'à l'arrivée, il y a quand même champion de France, champion d'Allemagne, Coupe de la Ligue, Coupe d'Allemagne. Ça va, la vitrine, elle est plutôt sympa au niveau des clubs. Ouais, enfin, moi je dis toujours que je fais partie de cette génération de privilégiés. Bien évidemment que c'est aussi lié à l'investissement, à l'énergie qu'on met dans les projets pour les faire vivre, les faire avancer. Mais j'ai été au carrefour de tellement de générations que ça m'a permis d'apprendre beaucoup et d'avoir la chance de vivre des aventures extraordinaires. Ne vous inquiétez pas, hein, si ça grésille ou crépite un petit peu chez vous, sur vos tablettes, c'est la pluie. Voilà, on est Dailymotion. Il y a une superbe verrière au-dessus de nous, mais pour l'instant, il pleut un peu sur la capitale. Alors, il y a un autre club important, c'est le Club France. Parce que là, vous connaissez son palmarès avec l'équipe de France, Pascal? Presque par cœur, mais... 308 sélections déjà, Ah, ça, c'est je ça? savais Est-ce que pas. les chiffres sont corrects à peu près? Ouais, je crois que c'est juste. Hein. 678 buts. Pascal, vous étiez à combien, vous? Embêtant. C'est la question qui fâche. Non, non, ça n'a pas duré suffisamment longtemps pour être à 308 buts en tout cas. 308 sélections. Alors, 2 fois champion olympique, on est d'accord? 2008 et 2012. Ouais. 2 fois champion du monde. C'est là où on balaye le temps, là, on est large. Hein. 2001, 2009, Juste. pas mal. Plus une fois, 2 fois troisième. Ça compte quand on est champion du monde? J'espère bien que ça compte. C'est vrai? Je sais pas. Avant d'enfiler les titres comme des perles, on a quand même eu un paquet d'années où on a galéré hein, au niveau international et où les titres et les médailles tombaient pas si souvent dans notre escarcelle. Donc oui, bien sûr qu'elles ont compté beaucoup dans la construction et collective et individuelle. On rajoute 2 titres de champion d'Europe et, c'est important, une fois troisième, parce que sinon, Très bien. on sait que ça compte. C'était important, tiens, quand vous étiez joueur ou entraîneur, adjoint ou numéro 1 à Ivry, que l'équipe de France remporte des titres pour faire venir des jeunes au hand? C'est la vraie vitrine, c'est le produit d'appel? C'est la locomotive et en plus avec ce qu'ils dégageaient comme valeur, c'était sain, ça donnait envie, ils étaient jamais rassasiés, il y avait toujours ce plaisir de gagner, ils n'étaient pas blasés, il y avait toujours ce sourire sur leur visage et surtout ils dégageaient une telle puissance, une telle sérénité. Mais il a raison, il y a les titres actuellement qui s'enfilent, c'est le résultat de tout un travail. Moi je me souviens de Kumamoto où ils ont fini 3e, c'est en 97 et 4 ans après champion du monde, donc ça se construit petit à petit pour arriver à ce palmarès qui est énorme, mais c'est beaucoup de travail et beaucoup de plaisir de venir travailler, de se faire mal tous les jours. Parce que gagner une fois, bon ok, mais recommencer chaque fois et toujours avoir le même plaisir de gagner, c'est juste exceptionnel et ça fait rêver les enfants, donc bravo à eux. À l'arrivée, alors ça se voit pas sur ce suite, chevalier de la Légion d'honneur. Oui. Alors, vous n'êtes même plus chevalier de l'Ordre national du mérite, vous êtes officier maintenant de l'Ordre national du mérite. Ah oui, ils ont été obligés de passer au grade supérieur. C'est important cette reconnaissance au sommet, finalement. C'est une reconnaissance de l'État pour finalement ce que le handball a pu apporter à la France en termes de résultats. Après, que nous, sportifs, on se retrouve à être décorés alors que c'est une décoration qui était prévue pour d'autres faits d'armes, pour d'autres événements. J'avoue que je suis sensible à la distinction parce qu'elle met le focus sur le handball et sur l'épopée incroyable qu'on a pu vivre ensemble. Mais c'est vrai que pour moi, ces distinctions, elles font référence à des choses qui sont bien plus importantes que le sport. Et la Marseillaise, est-ce qu'il y a une Marseillaise qui restera dans votre mémoire plus forte qu'une autre? Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Rapidement, je crois qu'une Marseillaise, on va parler il y a très longtemps, tant que certains des gens qui nous écoutent ne doivent pas connaître, la Marseillaise à Nantes au Mondial 2001 contre la Yougoslavie, un match de poule. Une compétition un peu difficile où on sortait blessé après des Jeux Olympiques compliqués avec une compète à la maison. Et le speaker avait chauffé la salle d'une manière tellement incroyable. C'en était presque à chialer tellement c'était prenant, quoi.
Donc, par exemple, celle-ci, il y en a plein d'autres aussi sur des podiums. Je pense au podium de Londres, qui était aussi chargé en émotions, parce que Parce que vous savez que c'était le dernier? je l'avais un Vous- peu mis en vous le redoutiez? perspective. J'avais vécu en tout cas cette compétition comme si ça pouvait être finalement ma dernière sortie avec l'équipe de France, sans savoir ni quelle allait être ma position après cette compète. Et donc à ce moment-là, oui, effectivement, il y a une espèce de souvenirs qui se mêlent, de sentiments qui se mélangent, et c'est très compliqué à gérer, et en même temps tellement bon, parce que c'était énorme de se retrouver sur le toit avec tous ces gars-là, hein. Pascal, même si vous avez eu moins de Marseillaises à votre compteur, ça reste un moment très particulier quand on a investi autant de sueur, de larmes, j'imagine, de temps à autre aussi, essuyé des revers, des échecs, quand on a bataillé pour endosser un maillot comme celui de l'équipe de France. La Marseillaise, c'est quoi? C'est ça la récompense? Ouais, c'est une belle fierté, la Marseillaise à la maison, d'entendre tout le monde et d'être au milieu et de se dire, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être là et j'y suis. Après, le plus dur, c'est pas d'y être, c'est d'y rester. Et vu le niveau du handball français, toujours un exploit d'avoir fait la carrière de Gino, 308 sélections avec le niveau qui est celui du handball français, bah voilà, il faut y être, mais il faut y rester. Alors maintenant, il y a une question. Et maintenant, vous connaissez la chanson. Je ne vais pas chanter, mais que vais-je faire? Je t'en prie. Non, surtout pas. Il pleut, cela dit, il pleut déjà, et ça tombe bien en plus. L'après, il est décidé, il est en cours de construction comme votre maison. C'est comment? Il est plutôt planifié, mais en cours de construction, de développement. Moi, j'ai jamais caché mon envie de rester proche de mon sport. J'ai toujours eu envie d'encadrer des équipes, de pouvoir Une finalement. vocation plutôt d'entraîneur? Ou est-ce que par exemple un rôle, je pense à Laurent Munier, manager général, ou même aujourd'hui Pascal, directeur général, Oh. est-ce que ça vous intéresse, ou cet aspect un peu plus directorial ne vous branche moins pour l'instant? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gérer des équipes. C'est finalement d'avoir à gérer des hommes qui décident ensemble d'aller quelque part. Et c'est vraiment cette notion-là qui me guide. Et ça, on le retrouve partout. On le retrouve dans le handball, dans le sport que je connais très bien, mais aussi dans toutes les organisations, les entreprises. Et moi, j'essaye d'être finalement un peu à cheval entre ces deux mondes. Ces deux mondes qui sont souvent associés, qui souvent... je ne sais pas si on doit parler de ce petit incident, hein, mais a priori, il y a eu de la casse, hein. C'est notre cadreur qui Ouais. est tombé, ça va s'arranger, on va rebrancher l'écran pour que j'aperçoive un peu pas ce qui se passe. Mais c'est du direct, tout va bien. Donc, ouais, moi, ça va être dur de repartir. Donc oui, je crois que j'ai cette envie d'être finalement une personne ressource, un peu consultant pour le monde du hand, accompagner des projets sportifs, mais être aussi en capacité d'aider certaines organisations, des entreprises à finalement évoluer. Je crois que j'ai eu la chance avec l'équipe de France de vivre un mode managérial tellement novateur, tellement différent, qu'il y a beaucoup à s'inspirer dans la façon dont on gère et dont sont régies les entreprises pour faire évoluer le management. Pascal, vous êtes retrouvé quasiment directement après le statut de joueur, entraîneur, quasiment c'était en même temps. Ouais. On n'est pas formé à ça. Moi, ce sport me passionne tellement que j'avais envie d'y rester. Alors, on a toujours envie de se dire, hein, j'y resterai. Après, les places sont chères. On n'est pas. En plus, quand j'ai commencé, le handball a commencé à être professionnel depuis 2 ans. Donc, on a envie d'y rester. Après, l'envie c'est est-ce qu'il y a de la place ou pas. Et moi, on m'a sollicité. J'étais sur la fin de ma carrière. Je pouvais peut-être encore jouer un peu. Et comme Gino, moi, je resterai un joueur toute ma vie. Et à ce moment-là, on m'a proposé de passer adjoint de Stéphanie Mrata. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. C'est une occasion qui ne se représentera peut-être pas. Donc voilà, j'ai décidé à ce moment-là de saisir l'occasion et de me dire j'y vais, il y a une belle opportunité, il y a un entraîneur avec qui je m'entends bien, une équipe qui est bien, allons-y, passons tout de suite à autre chose puisque c'est l'occasion. Et l'équipe de France qui va aussi préparer quelque chose d'important, c'est le Mondial 2015 dont on a beaucoup parlé en France. Derrière, il y aura l'Euro 2016 en France, ça c'est aussi très important. Votre regard sur cette équipe de France, vous avez connu la période Costantini, la période Onesta.
Et cette faculté à gagner, s'inscrire dans la durée, c'est quoi le secret pour durer autant, perdurer même? Est-ce que vous l'imaginez poursuivre, je ne sais pas, jusqu'à Rio? Je pense que malgré tous ces succès, tout est à chaque fois à reconstruire. Et c'est ce qui, je crois, fait vraiment la force de ces équipes de France successives, c'est qu'elles ont toujours un petit peu évolué durant les années. Mais par contre, avant chaque compétition, il y a cette espèce de bouton reset qui est appuyé chez tout le monde et on se rebranche sur quelque chose de nouveau, avec l'envie à nouveau de se confronter à d'autres difficultés et d'essayer de trouver la performance. Mais ça veut dire quoi? Il faut être inquiet. Par exemple, 30 octobre, ce sera au Phare, en plus à Chambéry. Match de qualification pour l'Euro qui suivra. Donc c'est compliqué. On prépare le mondial et on prépare aussi en même temps, on cherche à se qualifier pour l'Euro. Est-ce qu'un sportif qui joue aussi la Ligue des Champions, voilà, il arrive à procéder par étapes comme ça, ou oui, en jouant ces matchs-là, après il y aura la Suisse aussi le 2 novembre, on prépare le mondial ou on cherche vraiment sa qualification pour l'Euro? Enfin, c'est important d'être présent sur tous ces objectifs-là. Le mondial, bien sûr qu'il est déterminant pour la suite. Et la qualification à l'Euro, c'est la marche importante pour pouvoir avancer sur les compétitions qui arrivent. Donc tout prendre au premier degré, être là quand il le faut, avec un groupe qui a encore énormément de talent et qui l'a montré malgré beaucoup d'arrivées de jeunes joueurs, de joueurs qui étaient inexpérimentés au niveau international et qui ont montré beaucoup de qualité sur la dernière compétition. Pascal, impossible en fait quand on est aujourd'hui équipe de France de faire l'impasse sur telle ou telle compétition. Je crois que de toute manière ils n'en ont pas envie. C'est ça qui est pas le plus ahurissant, mais qui est fort, c'est cet appétit permanent en fait. Oui, ils veulent marquer l'histoire, elle est déjà marquée, mais encore plus pour que l'équipe de France et ce handball français soit toujours le plus haut possible. Et ils ont toujours envie, mais je crois que tout le handball français, ils ont tiré tout le handball français vers cette excellence, cette envie de toujours aller plus loin, aller plus fort, tous les jours. C'est des exemples et on essaye tous dans nos clubs d'être dignes de ce qu'ils ont accompli depuis tant d'années et puis de continuer à faire perdurer cette équipe de France qui vise l'excellence. Alors, l'équipe de France, on pourra la suivre fin octobre au Phare. Je ne sais pas s'il reste des places, parce que c'est dur, hein, ça va vite, hein, les places, c'est pas extensible plus que ça, le Phare finalement. Malheureusement pas. Non, on se disait que c'était un bel outil, mais ça manque presque de place à l'arrivée. Et oui, comme souvent, on va dire que c'est une superbe structure, c'est vrai. Mais à mon goût, c'est vrai qu'il manque entre 1000 et 2000 places pour avoir une salle qui soit finalement, pour moi, dans les standards européens corrects. Donc on ne va pas commencer à pleurer sur notre sort parce que pendant longtemps à Chambéry, on n'a pas eu de salle digne de ce nom. Quand même. mais c'est vrai que aujourd'hui, le Phare, c'est un bel écrin et un bel outil de travail pour le je pense qu'il y a des matchs entre Jean Jaurès et Delaune, hein, globalement, si on y va par là. C'était 2 fois plus grand. Si on va par là, en sachant que, tiens, si vous êtes supporter de l'équipe de France, le 9 et 10 janvier, alors là, il y aura un tournoi XXL à Nantes, et là, on sera vraiment dans la dernière ligne droite du Mondial 2015. On ne vous demande pas où vous suivrez le Mondial, on ne sait pas encore, vous ne savez pas encore? Non, je ne sais pas encore. Bah non plus, ça tombe bien. Un mot pour parler des clubs européens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'avis de Pascal sur Dunkerque, la Ligue des Champions. Dunkerque, c'est un peu le Ivry d'il y a quelques années, lorsque vous aviez été champion à la surprise générale, même si ça récompensait un travail de longue haleine. Enchaîné derrière avec une grosse compétition. Dunkerque s'est raté à domicile, a réagi à l'extérieur. D'ailleurs, les clubs français ont bien marché globalement avec Montpellier et le Paris Saint-Germain. C'est très dur de rester au niveau, justement de perdurer dans la performance. C'est difficile, il faut savoir se renouveler. Quand Guillaume disait l'équipe de France, il y a eu des jeunes joueurs qui sont arrivés et qui ont tout de suite été performants lors de la dernière compétition. Le plus dur, c'est de continuer. Alors Dunkerque, ça fait quand même 4 années qu'ils ramènent des titres. Donc on peut dire qu'ils ont une certaine continuité. Maintenant, on a la sensation qu'ils ont du mal à trouver un nouvel élan. Alors ils sont bien rattrapés en Ligue des Champions. Le premier match, ils ont mal débuté la saison, donc ils tâtonnaient un peu. Ils se sont bien rattrapés à l'extérieur. C'est compliqué en Ligue des Champions à l'extérieur. Donc je pense qu'ils ont de nouveau trouvé la bonne carburation autour de leur défense, qui est leur point fort. Et je pense qu'ils vont se qualifier et en tout cas, ça paraît bien reparti.
Très bien. Voilà pour ce coin des Bleus. Merci. Non, vous allez rester avec nous. De toute façon, il pleut dehors. Il faut rester encore un peu. Hein. Tout de suite, c'est dans ce Parlement le coin des filles. Et pour le coin des filles, vous l'avez compris, on est gâtés avec Pascal Landry et Guillaume Gilles. Hein, Pascal? Oui, ça nous change de Cléopâtre Darleux ou de notre Jalem Miaro qui était là à votre place il y a quelques semaines. Hein. Non, on va voir. Alors, on va tenter un truc. Je ne sais pas avec les conditions météo si ça fonctionne, mais on va essayer de prendre la direction de Nice. Non pas pour retrouver Cléopâtre qui est à Deauville, mais un petit peu des petits soucis de... Ah, elle est là. Elle n'a aucun souci. C'est Valérie Nicolas, l'ancienne gardienne de l'équipe de France. Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous. Salut. Faites-nous rêver, il pleut à Nice. Comment vous dire? Non, pas du tout. On a eu un beau soleil aujourd'hui, comme très souvent. Désolée. Non, mais c'est bien. Alors, si on Skype avec vous aujourd'hui, c'est pour parler un peu de vos activités de alors, jeune retraité. Donc, ça fait un peu plus longtemps déjà que vous avez arrêté votre carrière. Toujours dans la politique? Jamais dans la politique, à aucun moment. Non, mais... Je travaille à la mairie de Nice, mais je ne suis pas impliquée dans la politique. Je travaille à la direction des sports dans l'événementiel sportif. Et on a la chance, c'est vrai, d'avoir un maire très sportif. Donc, on a beaucoup d'événements sportifs à Nice. Notamment ce week-end, il y avait par exemple les extrêmes sailing. Donc moi, je me régale surtout des disciplines qui viennent à Nice. Il y avait également le défi run avec tous les athlètes, Stéphane Diagana entre autres et Mehdi Bala qui sont venus à Nice également dimanche matin. Donc on a des événements, des superbes événements et j'ai la chance de pouvoir encadrer ces manifestations. Alors je ne sais pas si vous étiez avec nous tout à l'heure lorsque Guillaume et Pascal évoquaient le choix d'arrêt de carrière. Vous avez des souvenirs de cette période-là pour vous? Oui, oui, tout à fait. J'ai eu des souvenirs puisque j'étais au Danemark, moi, à ce moment-là. C'était juste avant les JO de Pékin. Et en janvier-février, donc j'ai pris la décision de revenir en France sans avoir de club, on va dire, sans savoir ce que j'allais faire. Mais je voulais penser à ma reconversion alors que j'avais encore 2 ans de contrat comme proposé au Danemark. Mais j'ai préféré revenir en France et m'installer quelque part, penser à la suite. Et en fait, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un double projet entre l'équipe de Nice qui était en 4e division à ce moment-là, que j'ai aidé à remonter en 1re division. Et j'ai arrêté il y a 2 ans. Et puis pendant ces 6 années où j'étais à la mairie, j'ai pu apprendre énormément de choses. Et là, c'est vrai que je suis contente de cette reconversion. On va rappeler l'équipe de France de 1995 à 2008, 245 sélections au compteur. Vous ne les faites pas? C'est gentil, merci Christophe. Non mais c'est vrai. Elle aurait pu quoi? Une gardienne, on s'attend à ce que ça joue encore plus longtemps que les autres. Non mais tout le monde n'est pas Thierry Omeyer non plus. Hein. Il y a des gens qui s'arrêtent un petit peu avant, vous inquiétez pas. Hein. Alors, comment vous restez au contact du hand aujourd'hui? Vous travaillez un peu avec le pôle? Vous êtes toujours investi à l'OGC Nice, que maintenant ça fait partie de la structure OGC Nice? Oui, tout à fait. C'est le GC Nice maintenant. Donc j'ai arrêté il y a 2 ans avec le club. Donc j'ai aucune fonction dans le club. J'ai seulement le plaisir d'aller les voir jouer, de passer un petit peu de temps avec elles et de faire quelques 3e mi-temps avec elles. Et donc c'est fort agréable aussi de pouvoir poser le cerveau et d'avoir pu à se concentrer sur la préparation de matchs et faire des analyses vidéo, etc. Donc ça c'est un point positif. Mais par contre depuis cette année je m'implique sur le pôle. Parce que quand même je m'intéresse au handball et que c'est quand même ma passion, donc je ne peux pas l'occulter comme ça. Mais donc je reviens doucement là en mettant un petit pied dans le pôle à Nice, puisque ce pôle féminin était avant à hier Toulon et il est arrivé cette année à Nice. Donc du coup le président de la Ligue de Côte d'Azur, Jean-Paul Baudet, m'a demandé si je voulais intégrer cette structure au niveau de l'encadrement des gardiennes de but. Avec également des activités de consultante. Oui. Toujours également pour l'équipe de France. Et cette semaine, d'ailleurs, je serai avec Canal Plus Sport pour commenter l'équipe de France. Alors, ça sera jeudi, un France-Danemark à 21h. On a peut-être le programme, tiens, avec Nicolas Chardot, on avait préparé ça, Armand Stégère, on va voir. Voilà, on va peut-être vous suivre. Hein. Comme vous voulez, je m'adapte, il n'y a pas de souci. Non, mais allez-y, continuez, hein, c'est vous la chef. Hein. Ah oui, Golden League, c'est bien ça. Hein. Voilà, donc jeudi soir à 21h, donc la France-Danemark comme d'habitude, toujours au couteau, donc ça va être très sympa. Le samedi 14h45, c'est un France-Norvège. Et dimanche, il y a 2 matchs, il y aura à 18h45 le France-Brésil et 21h le Danemark-Norvège. Les joueuses de l'équipe de France qui sont en stage à Deauville, il y a 15 jours, on évoquait via des tweets une certaine inconstance dans le handball féminin. Est-ce que vous le ressentez pareil, Valérie? Oui, c'est sûr, il y a une inconstance. Les clubs se structurent de mieux en mieux, il n'y a pas de souci, mais il y a une inconstance. Les joueuses ont du mal
à rester sur des performances très hautes. On voit des bonnes joueuses qui font des bonnes choses, mais qui n'arrivent pas à stabiliser leur niveau et ne comprennent pas d'une semaine sur l'autre qu'il faut qu'elles arrivent à recommencer la bonne performance chaque semaine. Donc ça, il va falloir progresser là-dessus. On parlait de tweets. Vous, est-ce que vous relayez toutes vos activités via les réseaux sociaux? Absolument pas. On n'est pas dans la bonne génération, hein. Il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Alors, est-ce que c'est une question en direct, par exemple, à poser à Guillaume Gilles? Guillaume, je le connais, on est de la même génération tous, hein, entre Pascal, Guillaume et moi, on est de la même génération, donc on s'est suivis, donc c'est des parcours assez exceptionnels. Et voilà, non, j'aimerais savoir un petit peu en dehors du handball si leur vie personnelle est épanouie, surtout ça qui est important. Après, le handball, on sait que c'est fantastique, mais il y a autre chose dans la vie. Oui, repenser à la vraie vie, c'est un peu ça. Enfin, mais franchement, c'est vrai que c'est une bonne question. Et je crois que finalement, cette question-là, elle est quand même en permanence présente. C'est-à-dire qu'on fasse du sport de haut niveau, qu'on soit professionnel ou qu'on ne le soit pas, ce qui compte, c'est finalement ce qu'on vit avec ses proches, sa famille. Et cette qualité-là, cette base-là, pour moi, elle est primordiale. Donc, c'est aussi ce qui vous a fait refuser une place, très clairement, l'été dernier. Ce choix de vie, une qualité de vie pour votre famille. Pas la qualité de vie, parce que je suis persuadé de pouvoir bien vivre partout dans le monde. C'était, oui, une raison familiale. Quand on rentre d'une expatriation de 10 ans en Allemagne, c'est des fois compliqué de pouvoir se réimaginer dans les cartons, dans le déménagement pour partir sur un nouveau challenge. Mais encore une fois, si on veut se destiner à un poste d'entraîneur, ça fait partie des règles du jeu. Donc c'est une question de temps. Pascal, vous n'avez pas fait de break, vous avez enchaîné directement finalement? Ouais, directement. Mais... Ça c'est pour quand le break? Enfin, vous êtes très bien à Ivry, on est d'accord, mais... Le break dans le hand? Je sais pas. Vous ne pourriez pas tourner le dos à ce sport? En tous les cas, le mettre de côté pendant quelques temps? Non, j'ai... Regardez, Valérie, elle ne peut pas, ça la démange, elle est revenue au pôle. Non, moi, ça me démange. Et là, avec mon nouvel emploi du temps, je suis toujours dans le hand. Après, ce qui est sûr, c'est pour s'épanouir, il faut un équilibre de vie. Et enfin, en tout cas, je pense que Guillaume, c'est pareil. Moi, ma famille, c'est ce qui m'apporte l'équilibre tous les jours. Quand j'étais sportif, aussi maintenant, dans la vie, dans une autre vie, le plus important, c'est ses enfants, sa femme, toutes les personnes qu'on aime. Puis les amis avec qui on partage les joies et les peines. Et c'est ce qui permet d'être équilibré, épanoui. Et après, le reste, c'est que du bonus. Valérie, dernière question. Que faut-il attendre de l'équipe de France au mois de décembre? Vous vous sentez supportrice quand vous commentez ou vous êtes un petit peu en réserve de la République quand même? Non, je suis supportrice forcément, mais j'essaye d'être mesurée dans mes propos. Et donc souvent, je commente avec Frédéric Brindel et c'est vrai que je le calme un petit peu là-dessus, puisqu'il est quand même assez chauvin, donc j'essaye de le calmer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est sûr que voilà, on est bleu, blanc, rouge à fond, mais j'essaye d'être assez neutre dans mes commentaires. Et quand voilà, il y a des choses qui ne vont pas, j'essaye de le dire, ou des choses qui ne sont pas en forme, j'essaye de le dire. Donc après, ça a toujours été mon franc-parler, donc ça passe ou ça passe pas, mais c'est comme ça que je procède. Eh bien, ça passe très bien. On libère Valérie, on la remercie. Merci. Merci Valérie. Merci à vous les gars, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, on vous embrasse très cher. Et tout de suite, le jingle suivant, c'est quoi? Vous avez suivi un peu les mecs qui suivent. Hein. Ça, le live tweet, le coin de la Fédé. Oh, merde. Et pour le coin de la fédération, c'est là où je vais me poser en entraîneur. Toi, tu sors. 2 minutes. Ça, on n'aime pas quand un joueur est sorti. Alors, quand c'est l'arbitre, mais quand c'est un joueur, quand il est remplacé. Surtout Pascal, j'avais bien aimé. Moi, je pas Pascal, je vais vous inviter. Je ne trouvais jamais ça bien. Donc, sortez quelques instants. Je vous explique pourquoi, Pascal. Alors, je vais revenir quand même. Oui, vous revenez après. Vous reviendrez pour des tweets. Pas des treats. Hein. Alors, on va accueillir, venez, cher Thierry Gaillard, qui est CTN en charge du développement à la Fédération française de handball. Bonjour, cher monsieur. Ça va, Thierry? Ça va bien, ça va bien. Ça s'est passé comment en coulisses? C'est vous qui avez fait tomber le cadreur tout à l'heure? Voilà, c'est ça. J'ai mis un peu d'ambiance. Mais bon, alors, ça, il s'est en parlant accroché à sa d'ambiance, caméra, quand même. est-ce que vous connaissez, vous, Guillaume Gilles, le handfit? Non, mais je vais le découvrir. On va découvrir. C'est le mariage du fitness et du handball et on va essayer de comprendre après. C'est un petit raccourci pour les médias, mais on va comprendre après. On propose un clip pour nous présenter cette discipline et on en parle ensuite juste après avec Thierry Gaillard. Le handfit, c'est une nouvelle discipline au sein du handball, mais c'est une discipline qui
fait partie de la fédération de handball et qui conserve les règles du jeu de handball. Notre handfit, on l'a vraiment basé sur les recommandations, donc ça permet à la fois la prévention des maladies cardiovasculaires, des maladies de l'obésité et du vieillissement, mais aussi ça sera dans un second temps un très bon atout pour le traitement de ces pathologies. En plus, on peut pratiquer cette activité sur un temps assez réduit, donc entre midi et 2. Le handfit obéit aux 10 minutes au moins d'échauffement, aux 10 minutes de retour au calme et au milieu à l'apport de travail aérobie et aussi de travail musculaire, de renforcement musculaire. On fait travailler toutes les parties du corps, que ce soit les jambes, les bras, on a même travaillé la tête. C'est une activité qui est bien structurée, qui sera encadrée par un personnel qui sera formé dans un premier temps. Le fait d'avoir une activité physique, même courte, est intéressant car elle permet d'évacuer du stress mental mais aussi du stress physique. Il fallait trouver une activité où on avait besoin d'avoir une soupape, de relâcher. Et justement, on a eu l'opportunité d'avoir cette activité-là. L'avantage aussi, c'est que ça s'adresse à toutes les catégories, c'est-à-dire que ça peut être pour des jeunes ou des seniors, hein, dans la mesure où on n'a pas une sensation d'agression au niveau du corps. Le handfit, on n'est pas dans la performance, on est dans le plaisir. Je pense que ce qui attire, c'est ça, c'est le fait de ne pas faire des matchs tout le temps, c'est d'avoir cette grosse préparation autour de jeux. La dernière demi-heure est consacrée justement au jeu collectif, au handball, mais ce qui est surtout intéressant, c'est la phase de préparation. Et là, vraiment, tout le monde adhère. On partage quelque chose au travail, mais on partage aussi quelque chose dans le sport. Là, c'est un bon moment qu'on passe avec des collègues. C'est sympa, quoi. Il y a un bon esprit du jeu. Je trouve que justement se retrouver en dehors du travail autour d'un sport génère justement cette cohésion et cette intelligence. Ça fait du bien, puisque effectivement on a une sensation de bien-être. C'est toujours bénéfique de faire du sport. Justement là, on a bien donné, on transpire, on élimine les toxines et non, c'est très bon pour la santé. Restons novateurs. Après le baby hand, le hand ensemble, le hand loisir, investissons sur le tout public, y compris les seniors, pour coller à notre slogan, nous sommes tous handballeurs. Française de handball, c'est pour attirer une autre population autour du handball? Oui, forcément, on ne va pas se voiler la face, c'est aussi une manière d'élargir un petit peu le panel des publics qui viennent au handball. Mais je crois que c'est avant tout, je crois que c'est aussi assumer sa mission de service public et contribuer quelque part en proposant cette activité-là, eh bien, quelque part, le fait pour les gens de se tenir en forme, d'améliorer leur santé, d'avoir du Parce plaisir. qu'on l'a vu, on n'est pas dans la performance en tant que telle, ça se veut ludique, loisir, mais aussi cet aspect santé publique finalement. Tout à fait, absolument. C'est vraiment la pratique, plaisir avant tout, santé, bien-être. Alors bien sûr, c'est une activité nouvelle, qui est un concept nouveau, qui peut parfois un peu heurté parce que culturellement, on est bien sur une pratique individuelle dans un sport collectif. On vient s'entretenir, on vient améliorer sa santé au travers d'une activité collective. Alors ça, c'est un concept un peu nouveau, mais c'est une activité qui reste une activité handball avec le respect de la logique du handball. On s'oppose, on joue ensemble et le ballon est constant dans la séance. Quel est le regard, Guillaume, que vous avez là-dessus? Parce que vous avez toujours été, depuis maintenant des lustres et des lustres, dans la performance, dans le combat. Ce côté loisir-plaisir, vous l'avez juste avec vos enfants finalement. Oui, mais aujourd'hui, la dimension sportive liée à la santé, elle est très importante. Que le handball soit finalement novateur dans ce domaine-là, je trouve ça intéressant, de proposer finalement une activité un peu différenciée pour des publics
encore plus large, c'est très bien. C'est aussi comment, faire la preuve que notre sport peut se pratiquer sous des formes différentes à tous les âges. Donc, avec là, la possibilité d'intégrer des enfants avec leurs grands-parents, par exemple. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est, bon, effectivement, on est aussi en train d'inventer le baby handball. Donc là, je crois qu'on aura à peu près couvert l'ensemble de la population. Et effectivement, la pratique handfit, on peut la concevoir aussi comme une pratique familiale, puisqu'on peut imaginer qu'un samedi matin, eh bien, les parents d'un côté pratiquent le handfit et puis les enfants viennent pratiquer du baby handball. Donc pour se renseigner, c'est quoi? C'est les clubs, le site de la Fédération française de handball qui va se faire le relais? C'est la fédération, c'est tout neuf, c'est tout frais. On démarre ça en septembre, on lance les premières formations puisque c'est une activité qui sera encadrée. On s'adresse à la santé des gens, donc forcément l'encadrement sera spécialisé. On appelle ça des coachs handfit. Donc c'est des formations qu'on met en place et c'est des formations qu'on va faire évoluer au fil du temps, pour passer aujourd'hui d'une activité purement santé pour des gens bien portants, ou des gens ou en tout cas qui pensent qu'ils sont bien portants, vers aussi une évolution de l'activité pour une population dite en prévention plutôt secondaire ou tertiaire, c'est-à-dire des gens qui sont soit en sortie de pathologie, soit aussi directement dans des circuits de soins. Voilà, donc des diabétiques, des gens qui sont en obésité ou pour des traitements plus lourds de chimiothérapie. Voilà. Donc on est vraiment dans un concept qui est à son début et là on est vraiment sur, je pense, quelque chose qui va nous amener dans le temps à élargir véritablement, encore une fois, cette mission d'une fédération moderne, ouverte, assumant complètement à la fois sa pratique au niveau, mais aussi des pratiques en direction de l'ensemble des populations et de leurs besoins. Très bien. Merci beaucoup Thierry. C'est un peu aussi par le hand, c'est un relais de la fédération aussi, on est avant-gardiste. Merci beaucoup. On va garder les ballons, on va vous inviter à regarder le public. Merci. Très nombreux ce soir, on va les entendre applaudir d'ailleurs. Et on va accueillir de nouveau Pascal Léandri. Il est parti où Pascal? Est-ce qu'il est là Pascal? Voilà, il va revenir. J'espère que c'est pas blessé. Il a fait... Je crois qu'il a fait un peu de handfit. Il a fait un peu de handfit. Revenez, mon petit Pascal. Merci encore à Thierry Gaillard en charge du développement à la Fédération. On va tout de suite embrayer sur la Pro D2, parce que le directeur général d'un club de Pro D2, mais pas n'importe lequel, c'est le deuxième club le plus titré en France, l'US Ivry. Oui. Et vous êtes en Pro D2, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on a été champion en 2007 et on a un peu raté l'équipe précédente, parce qu'il y a un nouveau président là, qui est Marco Albertini, depuis 2 ans. Mais l'équipe précédente a peut-être raté un peu l'après-titre. C'est-à-dire qu'on n'a pas su surfer, c'était peut-être une fin en soi et du coup on n'a pas su avancer. Et dans le sport professionnel, quand vous avancez pas, vous reculez. Donc ça a été un peu la conséquence de ça et on se retrouve là actuellement en Pro D2, dans une Pro D2 qui se structure, qui est de plus en plus difficile. Déjà l'appellation Pro D2, ça donne un peu de crédit. Oui, et puis tous les clubs font d'énormes efforts d'investissement, mais pas seulement sur les joueurs, sur les structures. Et ce qui fait que le handball français a été vers le haut niveau, c'est aussi parce que les clubs se sont professionnalisés, l'encadrement s'est professionnalisé, alors les entraîneurs, des directeurs, des préparateurs, et donc ça permet d'avoir une approche encore plus précise des choses. Et la Pro D2 suit cette voie, alors on espère ne pas y rester trop longtemps, parce qu'on a quand même la volonté de remonter le plus vite possible dans ce championnat de première division. Avec un budget énorme par rapport à d'autres? Alors c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'en première division, on était plutôt en queue de peloton. Et en 2 mois, sans avoir changé beaucoup de choses, alors déjà, il faut remercier tous nos partenaires qui ont suivi l'aventure, parce qu'on reconnaît aussi des partenaires dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Et cette descente qui est un peu une douleur pour tout le monde, il faut les remercier de nous avoir tous suivis. Et en premier lieu, la municipalité d'Ivry, qui est un partenaire de longue date. Et on espère, oui, remonter plus vite. Et en 2 mois, on est passé du 10e budget à le plus gros budget dans une autre division. On passe, qui dit plus gros budget, Guillaume, obligation de remonter, non? En tout cas, c'est l'objectif affiché. Et effectivement, je pense que dans les saisons qui viennent, Ivry doit y arriver. Ils sont en train de construire l'équipe, le projet pour arriver à ça. Donc, avec des anciens. Ce que j'aime bien, c'est cette notion d'anciens aussi du club. Et puis moi, j'aime bien aussi qu'on ne fasse pas aussi le classement
le classement finalement des saisons uniquement vis-à-vis des différents budgets des équipes. Ne dites pas ça va l'inquiéter aussi, parce que lui, il aimerait bien, pour la circonstance, il aimerait bien que ce soit le cas. Non, mais bon, on a des exemples, en LNH qui prouvent que d'avoir le plus gros budget n'est pas forcément un gage de sécurité, de titre, et c'est très bien. Vous pensez au Paris Saint-Germain handball? Oui. Mais c'est vrai, était champion en n'ayant pas le plus gros budget. Il y avait Montpellier qui était devant. Oui, ou largement. Entre autres. Enfin là, ils étaient derrière. Là, ça va bien. 3 matchs, 3 victoires. Oui, ça a bien démarré. Il y a une vraie volonté de la part des joueurs qui étaient là l'an dernier, du nouveau staff et de l'ensemble du club, de démontrer qu'on a notre place. Parce que tout le monde dit oui, Ivry méritait peut-être pas de descendre. Le fait est qu'on est descendu. Donc on essaye de vivre ça avec l'envie de revanche. Et je vous dis, depuis 2 ans, il y a un projet autour du président Albertini qui se structure. Alors c'est un petit contretemps, on aurait aimé rester en LNH, mais ça permet peut-être d'être encore plus fort sur nos fondations pour revenir encore meilleur et avoir des lendemains qui chantent, comme on dit. Il adore ce mot fondation. Tout de suite, les tweets dans cette magnifique émission de Parle Hand. On va commencer par vous, Guillaume, avec un tweet de Muriel qui évoque votre société de consulting sportif. En quoi cela consiste-t-il en fait? En fait, c'est ce que je vous expliquais brièvement tout à l'heure. C'est dans ma volonté d'accompagner les entreprises en essayant de leur proposer un nouveau mode de management illustré par le sport. Je suis finalement au service de ces organisations. Et c'est quoi? C'est pour des travails en réunion ou pour des interventions en entreprise? C'est pour des interventions en entreprise. Ça peut aller de stages de cohésion d'équipe à la formation. Donc c'est quand même un travail de création, de développement qui demande un peu de temps. Mais je pense que c'est un sujet qui est très intéressant et qui me passionne en tout cas. Et j'ai envie de voir où ça peut me mener. Autre tweet dans Parle Hand. Qu'est-ce qu'on a? Moi je sais ce qu'on a. Laurent Théophile, le mauvais départ de Chambéry en LNH. Est-ce que ça donne des envies d'intégrer le staff, décidément? Oui, forcément que ce genre de questions, c'est un peu logique. C'est votre quotidien aujourd'hui? Oui, c'est normal. À partir du moment où on se destine, entre guillemets, à prendre des responsabilités au sein de clubs ou d'organisations. Chambéry, c'est un club qui m'est cher. Si je ne me suis pas retrouvé dans l'organigramme du club, c'est parce que je me sentais aussi un peu en décalage avec le projet annoncé et la manière dont était envisagé l'avenir avec Chambéry. Donc aujourd'hui, moi, je leur souhaite de vivre une meilleure saison que l'année dernière parce que la saison précédente a été très compliquée. L'équipe reste de grande qualité et c'est vrai que de les voir si tôt à la peine, c'est difficile. Donc j'espère qu'ils vont redresser la barre vite pour retrouver des places plus conformes avec le niveau de l'équipe. Pascal, un début de saison raté, c'est rarement suivi une saison souriante quand même. Hein. C'est dur de revenir. J'ai eu l'exemple, quand on jouait, on avait commencé par 6 défaites de suite. On était à la peine et on avait fini par un match contre Ajaccio qui nous avait relancé. On avait fini par se qualifier par la Coupe de Ligue. Par contre, ça ne fait pas des grandes saisons derrière, mais ça donne un peu de baume au cœur. C'est sûr que dans la cohésion, en plus, il y a eu des changements à Chambéry, donc il faut intégrer tout ça. Il y a aussi un nouveau paysage en LNH qui se dessine. C'est-à-dire que ça s'équilibre, tous les clubs, au niveau des budgets, au niveau de la puissance. Il y a des clubs comme Nantes, Dunkerque, qui est le champion en titre, le PSG, Montpellier. Donc il y a de plus en plus de puissance dans le handball. Et alors il y a les 6 premiers qui se battent pour le titre et les 6 derniers qui se battent pour le maintien, mais qui ont un niveau assez intéressant. Donc ça donne un championnat très dense, très relevé. Et il faut vite qu'ils redressent la barre. Ils ont les compétences pour réussir et je pense qu'ils vont y arriver. Troisième tweet et dernier tweet pour vous, Guillaume, et non des moindres, Jean-François. Premier handballeur à s'afficher en plus de 4x3. Le tweet casserole, c'est ça? Les enfants de la télé, on est ravis de vous accueillir. Mais c'est quoi cette histoire d'hôtel? On peut revoir la photo? Je crois qu'on a des photos. Racontez-nous l'histoire.
En 4x3. Bah oui, effectivement. Petit déjeuner, compagnie, pourquoi petit? Une campagne de pub pour un hôtel bien connu. On peut voir que le petit déjeuner, je l'avais bien pris à cette époque-là. Les joues étaient bien présentes. Donc ouais, c'était un des premiers partenariats finalement de la fédération qui communiquait un peu sur le handball. Ils avaient décidé d'afficher en 4x3 un petit jeune qui... Ça faisait quoi de se retrouver sur des affiches comme ça quand vous Un voyez? peu bizarre. C'est vrai, curieux. Franchement, surtout que bon, la pub en elle-même était un peu particulière. donc voilà, j'avoue que grâce à ça, pendant des années, j'ai pu bien me faire brancher en équipe de France. Donc je voulais remercier à ce titre la fédération. Et vous avez une carte à vie sinon pour cette chaîne d'hôtel? Non. Pour le petit déj, non. Allez, un tweet maintenant pour Pascal Léandri. Avec Muriel. Alors, on a parlé déjà des objectifs de cette saison, mais il y a aussi la formation de jeunes. J'ai envie d'aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion d'éducation des jeunes? Déjà, quand je lis la question, on a l'impression que c'est incompatible de vouloir monter un LNH et de former des joueurs. Non, nous, c'est notre socle depuis toujours, avant que les centres de formation soient créés ou labellisés. On s'est toujours appuyé sur un territoire ivrien qui est de handball. Alors, territoire, il y a là aussi l'agglo, mais aussi le Val-de-Marne, qui fait du hand. Et nous, on croit à cette vertu du hand d'éduquer, de permettre à tout le monde. Alors, il y avait le handfit, mais on essaie de proposer toutes les formes de pratique de handball. Il y a le haut niveau, il y a ceux qui ont envie juste d'être entre copains, en tout cas de s'épanouir en tant qu'être humain. Il y en a qui s'épanouissent en faisant du haut niveau, d'autres qui s'épanouissent en venant jouer avec leurs copains. Et ça leur fait des grands souvenirs. Et on essaye de construire ça à Ivry. Et ce n'est pas incompatible avec la volonté de remonter un LNH. Et c'est d'autant plus important de nos jours qu'on donne un objectif commun à un territoire. Et cette volonté de défendre ensemble des valeurs communes, du bien-être, ce qui est la valeur de notre sport, et de se dépasser ensemble pour atteindre un objectif et d'être fiers de défendre notre territoire. Il y a quelques années, on évoquait régulièrement une fusion avec le Paris Handball. J'imagine qu'avec le PSG d'aujourd'hui, c'est moins le cas. Maintenant qu'on les a aidés à se maintenir, non, c'est une petite boutade, on ne les a pas aidés. Non, je crois pas. Non, là, on est complètement à l'opposé dans la manière de voir les choses. Donc, mais il faut du handball pour tous. On dit du handball loisir, du handball de haut niveau. Il y a aussi du handball construit avec les Qataris. Il y aura la place pour du handball construit comme le fait le handball à Ivry. Tout de suite, l'agenda des 15 jours à venir. Il y a trop de choses. On a fait des petits choix. On va découvrir quelques petites choses. Vous identifiez, il faut rattraper c'est un championnat pas bancal, la Pro D2, mais vous n'avez que 13 clubs. Donc il y a une semaine où on est de repos, c'est ça? Oui, on a été de repos, nous, la semaine dernière, mais ce qui permet de nous concentrer exclusivement. On ne regarde pas le classement, du coup, parce qu'on a 3 matchs, 3 victoires et on n'est pas première. Quand on est invaincu, on est généralement plutôt premier. Donc ce qui nous permet de... Je trouve... Bon, on préférait jouer tous les week-ends, parce que ça crée une rupture de rythme. Mais en tout cas, ça permet d'être encore plus concentré sur le seul parcours qui nous intéresse, c'est-à-dire le nôtre. Et on s'aperçoit avec cet agenda, que ce soit le championnat de France, il y a aussi la Coupe d'Europe masculine, la Ligue des champions féminines aussi. On vient de parler de l'équipe de France féminine et l'équipe de France masculine. Bref, un joueur arrive à faire le tri. Il se motive autant pour chaque match ou c'est compliqué? C'est le but ultime, c'est finalement... C'est ça le haut niveau, c'est de savoir se concentrer à fond sur chaque match. Quelle que soit la confrontation, quel que soit le match, la compétition, le grand joueur sera capable d'être à son niveau. Et c'est pas simple, c'est simple à dire, beaucoup plus à réaliser, surtout dans la dimension collective de la chose. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être ensemble, on a besoin d'être costaud ensemble, et c'est souvent là que c'est plus difficile. Maintenant, vous allez faire un truc ensemble. Alors, vous pouvez aller bien évidemment sur le site de la fédération FFHB pour retrouver par exemple le programme de l'US Ivry ou sur le site de l'US Ivry qui est toujours en vie. Oui. C'est important à souligner pour vos fans et vos supporters. Avec les lignes roses. Allez à Delaune. Moi, c'est Pascal Léandri qui nous a dit que la peinture, il s'était trompé, que les lignes étaient plutôt tendance rose, un peu Stade Français. Rouge framboise quand même. Ah, framboise écrasée. Voilà. Allez, c'est le selfie time. Vous allez vous prendre en photo. Attends, non, mais restez là. Je fais le tour. Voilà. Il va faire le tour. Eh oui, attends. Voilà, ils vont se prendre en photo tous les deux. Attends, si j'y arrive. Vous pourrez retrouver bien évidemment cette photo sur les sites. Tiens, attends, je pensais que c'était moi. On va voir si on s'est pas raté. Ouais, montrez à notre petite caméra qui se balade. Quel talent, il sait tout faire, c'est Guillaume. Ah ouais, c'est bon en plus. Vous retrouvez ces photos Guillaume sur les réseaux internet. faire. Vous allez tweeter tout ça, mon petit Guillaume, c'est important. Ça dépendra.
Ça dépend. Ouais, bon, on va s'arranger. Il va tweeter, vous irez sur Facebook, sur le site de la fédération, sur le site de Parlons Hand. Il y a plein de choses à faire. Voilà. On a été ravis de vous accueillir, messieurs. On va remercier Nicolas Baillet. Baillet comme tu veux. Nicolas, c'est lui qui réalise. Nicolas Chardon, Christophe Picard, il y avait du monde derrière à Manstégère. Merci, bonne continuation. 3 matchs, 3 victoires, 10 matchs, 10 victoires et tout ira bien pour vous. C'est parti. Mais ce ne sera pas encore suffisant. Un grand merci, jeunes retraités, puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. En tous les cas, c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans 15 jours, si tout va bien, à cette place ou ailleurs. Il y aura peut-être une petite surprise. Ce sera un gros bloc de granit. Salut à tous.